Très cher développeur.net, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo où est-ce qu'on va voir une nouveauté du langage C#, notamment dans sa version 12, et on va étudier un peu plus précisément ce qui était apporté dans les list patterns, ce que j'appelle moi les list patterns V2, mais on va voir que ça touche à la notion de list pattern introduite en C# 11 et ça l'améliore. On découvre ça tout de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo, à liker la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour me supporter et tu restes libre d'activer ou non les notifications à ta convenance. Je précise également que le fonctionnement de la chaîne a quelque peu changé. Certaines vidéos sont maintenant privées, réservées aux membres abonnés à la chaîne. Tu trouveras le détail dans la description de cette vidéo si tu veux t'abonner. Je précise aussi que tous ceux qui sont abonnés à ma plateforme ont directement accès aux vidéos privées de la chaîne sans surcoût supplémentaire. Donc si jamais cela t'intéresse, n'hésite pas à te rendre directement dans la description de la vidéo pour plus de détails ou sur ma plateforme htslearning.com. Alors, qu'est-ce qui a été apporté par C# 12 dans les list patterns? Tout d'abord, on va refaire un petit récap très rapide de comment ça fonctionne. Par exemple, ici, imaginons qu'on a un tableau d'entier 1, 2, 3 comme ceci. Avec C# 11, on pouvait faire du list pattern, c'est-à-dire qu'on pouvait demander est-ce que cette collection a une forme particulière. Alors moi ici je travaille avec un tableau, ça marche aussi avec une liste ou avec n'importe quel type d'élément comme une chaîne, sous réserve que le type de collection utilisé de façon sous-jacente soit un tableau. Parce qu'en fait le compilateur va générer ce qu'il faut pour toi si ça respecte la logique d'un tableau. Donc pour la liste par exemple, ça va utiliser le tableau sous-jacent. Donc par exemple, on pourrait dire est-ce que ce tableau est vide en faisant comme ceci int is crochet ouvrant, crochet fermant pour dire est-ce que cette collection est vide. On pouvait également avoir le nombre d'éléments, par exemple, on pouvait utiliser les underscores pour dire est-ce que cette liste contient exactement 3 éléments. Je pouvais en mettre autant que je voulais, Par exemple, si je faisais ceci, c'est est-ce que cette liste contient exactement un seul élément. Donc ça évite d'aller jouer avec la propriété length et ça évite notamment de se prendre dans la tête des null reference exception si la collection est nulle. En fait, en faisant un if int is comme ceci 1, on peut dire ça fait un length égale 1, mais si la liste est nulle, ça va envoyer false sans te exploser à la tête une null ref, alors qu'avec le point length, ça t'aurait explosé une null ref. Bref, tout ça c'est depuis C# 11. On pouvait aussi extraire certaines variables, comme par exemple ici je veux le premier élément, on avait le 2 points pour dire je veux le premier élément et je m'en fous du reste. On pouvait donner un nom au reste, donc par exemple ici je veux le premier élément et puis le reste dans un sous-tableau, ça faisait une espèce de slicing. Bref, on avait pas mal de choses. Et en fait, cette feature, comme souvent avec C#, a été apportée dans une première version et est améliorée dans une nouvelle version dans C# 12. Alors quelles sont les nouveautés de cette nouvelle version? Tout d'abord, c'est quant à la déclaration du tableau, on peut maintenant déclarer une collection directement comme ceci en donnant les crochets, donc 1, 2, 3. Donc là j'ai une erreur de compilation parce que en fait il ne sait pas directement quel est le type de collection qu'on doit targeter. Ça veut dire tout simplement que ici je peux l'utiliser non seulement pour un tableau, mais je vais également pouvoir l'utiliser par exemple pour une liste d'entiers. Et comme tu le vois, donc ici, dans les deux cas, ça compile bien. Ce qui veut dire qu'en fait, je déclare une collection avec les crochets, c'est une espèce de déclaration simplifiée, où je vais mettre mes éléments entre les crochets, et le compilateur fera le travail nécessaire pour s'assurer que ça va dans la collection de destination. Et ici, on le voit, que ce soit un tableau ou une liste, ça reste identique, étant donné que de façon sous-jacente, la liste utilise, elle, un tableau. Donc ça permet d'avoir des déclarations un peu plus simplifiées parce qu'on avait une différence pour comparer par rapport à avant. Par exemple, avant pour déclarer un tableau on avait ce que j'avais précédemment, donc ceci, et pour déclarer une liste on avait également une déclaration simplifiée où est-ce qu'en fait on faisait un new comme ceci et un 2, 3. Et comme on le voit, en fait, on avait une différence, c'est que le new qui est ici utilise des crochets pour le tableau, le new qui est ici utilise les parenthèses pour faire appel au constructeur. Donc maintenant, on a une syntaxe unifiée, ce qui va nous permettre en fait d'avoir une unification de la façon dont on crée une collection de façon simplifiée avec des éléments initiaux. Donc c'est plutôt appréciable. Mais ce qui est aussi très appréciable, c'est que imaginons ici par exemple que j'ai une méthode 2, qui attend un tableau d'entier. Donc comme ceci. Eh bien, avant, quand je souhaitais passer un tableau vide à cette méthode, j'avais plusieurs solutions. Soit je faisais un méthode 2 new int de 0, comme ceci, ou alors je faisais un méthode 2 de new de array.empty de int. Alors,
il faut savoir que entre ces deux façons d'appeler la méthode 2, la deuxième méthode est plus optimisée en termes de gestion de la mémoire que la première. Je ne vais pas aller dans le détail de comment ça se passe de façon sous-jacente, mais ici, dans tous les cas, tu vas quand même initialiser un tableau de int, quand bien même il est vide. Tu vas utiliser un pointeur, une référence vers un espace qui est certes vide sur le tas, mais néanmoins ça fait une initialisation, alors que ça n'en fait pas. Bon, il n'est pas exclu que le compilateur optimise aussi pour toi ce genre d'appel, et donc on peut voir d'ailleurs ici que Visual Studio me propose de remplacer new int0 par array.empty. C'est un nouvel analyzer qui a été ajouté par l'équipe de Microsoft dans .NET 8, vu que je suis en .NET 8, et c'est typiquement le genre de truc qui permet de gagner un petit peu en performance. Alors ce sera pas dramatique sur ton application, sauf si ce genre de choses est fait dans une boucle ou est fait de façon très très récurrente. Mais quoi qu'il en soit, je pouvais l'appeler de deux façons différentes, et bien maintenant je peux également l'appeler avec un tableau vide, donc la même syntaxe que quand on veut tester comme ceci, et comme tu le vois, ça compile très bien. Et non seulement c'est valide pour les tableaux, mais je pense que tu t'en doutes assez facilement, c'est aussi valide, par exemple, ici, pour les listes, et comme tu le vois, ça compile de la même façon. Mais ça va encore plus loin, en fait, cette feature. Par exemple, ici, si je prends une méthode 4, et que je mets un enumerable de int comme ceci, je peux appeler méthode 4 avec ce tableau vide, avec cette collection vide. Et c'est le compilateur qui va déterminer en fonction des paramètres attendus dans la méthode cible, quelle est la meilleure collection pour répondre à ce besoin. On verra que c'est pas encore parfait néanmoins. Bon, je suis encore sur la preview 7, donc peut-être ça va s'améliorer, et peut-être aussi que ce sera mieux dans C# 13, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on va vite découvrir juste après que c'est pas non plus super optimal. Et par exemple, je peux utiliser des collections très très spécifiques, par exemple un i read-only list comme ceci, qui me permet donc d'avoir une liste read-only, et comme tu le vois, ça me permet également d'utiliser cette syntaxe. Donc en fait, au final, j'ai des méthodes qui attendent toute une collection différente, mais pour l'appel, je peux utiliser systématiquement la même chose quand je veux passer un élément vide. Alors que si je devais le faire entre guillemets à l'ancienne, pour la méthode 3, je devais faire un new list int, pour enumerable, c'est enumerable.empty, pour un read-only list, j'aurais dû trouver un type qui implémente cette interface pour donner une instance par défaut de read-only list, enfin tout du moins d'un type qui implémente read-only list. Donc par exemple la liste ici, si on va dans la déclaration de liste, on voit qu'elle implémente read-only list, donc j'aurais dû passer une nouvelle instance de liste à cette méthode. Donc au final, ça simplifie beaucoup la gestion des collections en tant que paramètre pour passer une collection qui est vide. Mais je te l'ai dit juste avant, en fait, c'est bien en termes de syntaxe parce qu'on a une unification et une simplification à mon sens, mais c'est loin d'être optimal. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, ici, si on reprend méthode 2, on a new int0 et array.empty. Et comme on le voit, new int0 est à exclure si possible et utiliser array.empty à la place, et donc ici maintenant en un clic de souris on fixe ce genre de problème, voire même c'est le genre de trucs qui peuvent remonter dans les pipelines et qui peuvent éventuellement devenir une bonne pratique, ou ça peut, là pour l'instant c'est une information, être transformé en warning, voire même en erreur de compilation par les équipes pour s'assurer qu'on n'a pas de gâchis mémoire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler notre application C# 12, donc là ça compile bien, et je vais donc ouvrir ça dans ELSpy. Donc ELSpy est un décompilateur très connu de la communauté qui permet d'avoir justement le code IL et le code C# qui ont été générés par le compilateur par rapport à notre code. Alors à noter une chose, je suis ici en C# 11 et VS 2022.4 dans ELSpy, vu que .NET 8 et C# 12 sont encore en pré-version, ELSpy n'a pas de support officiel, mais tout laisse à penser que le IL qui a été retraduit en C# est fait de façon assez intelligente, sans forcément qu'on ait besoin de se casser la tête, parce que après tout, ici, cette nouveauté du langage C# n'est qu'un sucre syntaxique pour que le compilateur puisse faire le boulot à notre place. Donc le compilateur, lui, va utiliser des types déjà connus. Donc si je déplie un petit peu ici pour retrouver mon programme, alors ce n'est pas dans programme.cs, mais bien dans list pattern v2, comme ceci, je retrouve mes méthodes. Donc ici, tu peux le voir, c'est le C# qui est décompilé, donc l'équivalent de ce qui a été compilé là, qui a été décompilé en IL pour être retransformé en C#. Je peux également le mettre en IL ou IL C#. Bref, je vais rester en C# pour que ce soit simple pour la majorité des gens de la chaîne. Je retrouve mes appels et là tu peux le voir qu'on est loin d'être encore optimal. Et pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'en fait ce crochet-là a été transformé par le compilateur. Dans le premier cas, il a vu que c'était un tableau d'entier, donc il a mis new int0, ce qui n'est pas recommandé. Et dans les cas où est-ce que c'est une collection que le type list implémente, il a mis liste de int à chaque fois avec une nouvelle instance. Donc encore une fois, c'est pas optimal. Alors par contre, pour la liste, aujourd'hui, on n'a pas tellement de solutions. Il n'existe pas, par exemple, encore dans le framework de listint.empty.
on n'a pas ça qui permettrait d'avoir une liste qui soit sans incidence sur la gestion de la mémoire. Donc ça n'existe pas, donc on est obligé avec la liste de créer une nouvelle instance, mais pour enumerable qui est là, on aurait pu très bien faire enumerable.empty de int, comme ceci. Et en fait, l'avantage des quelque chose.empty qu'on utilise là, c'est qu'en fait, il y a une optimisation mémoire faite de façon sous-jacente dans le framework, avec un système de cache et un système de gestion de mémoire assez intelligent, qui fait qu'on n'a pas d'affectation mémoire pour répondre à la signature de la méthode. Donc au final, si moi, en tant que développeur qui connaît plutôt bien les mécanismes de gestion de la mémoire de .NET, j'aurais dû faire ces appels à la main avec une collection vide. Pour le 2, j'aurais mis array.empty. Ici, je n'ai pas le choix de mettre une new list. Là, pareil, new list. Et là, enumerable.empty. Or, le compilateur aujourd'hui, lui, fait toujours des new quelque chose, donc des affectations mémoire inutiles. Donc d'un côté, je suis partagé parce que d'un côté, on a une syntaxe et une unification qui est certes appréciable, mais de l'autre côté, ce qui est généré par le compilateur crée quelques gâchis mémoire. Alors attention, bien entendu, que je sois clair, on est là sur de la micro, voire de la nano-optimisation, parce que si tu fais ça de façon très épisodique, ici ou là, dans ton code, et que ça rend ton code plus lisible, vas-y, c'est pas pour une pauvre toute petite affectation mémoire inutile que tu vas plomber toutes les perfs de ton application. Par contre, si ce genre de méthode est appelé sur un chemin chaud, donc un chemin critique de ton application en termes de performance, et que du coup, elle est appelée de façon récursive, ou elle est appelée des milliers, voire des millions de fois, c'est typiquement le genre de choses que tu n'as pas envie d'avoir dans ton code, parce que ça va créer des déchets mémoire que le garbage collector va devoir gérer inutilement, alors qu'avec array.empty ou enumerable.empty, tu pourrais t'en sortir un petit peu mieux. J'en profite aussi au passage pour faire un petit teasing. La différence entre list et enumerable quand on veut passer une collection à une méthode en particulier a un impact assez énorme en termes de performance sur l'itération de la collection. C'est une vidéo qui va rejoindre très bientôt la collection des vidéos privées qui sont donc disponibles, je le rappelle, aux membres abonnés à la chaîne ou aux membres abonnés à ma plateforme HTS Learning. Et je pense que après avoir vu cette vidéo, clairement tu ne feras plus tes méthodes qui prennent des collections en paramètres sans réfléchir à deux fois au type de paramètres que tu vas mettre. Je ferme la parenthèse. Donc au final, petite amélioration de C# où est-ce que le compilateur va faire un boulot pour nous qui peut être assez appréciable en termes d'unification syntaxique, mais qui peut être assez désastreux en termes de génération en mémoire si ça se trouve sur un chemin chaud. Donc sois vigilant avec cette nouveauté, elle est sympa, mais il faut être au courant de ce que ça fait de façon sous-jacente. Il n'est pas non plus exclu que ça soit modifié dans les versions qui viennent. Je rappelle que je suis en preview 7, donc l'idée c'est que dans la RC1 peut-être qu'il y aura des modifications, peut-être pas, peut-être que ce sera dans C# 13, peut-être que c'est ILSpy qui décompile mal, j'en doute, parce que si je passe en IL, normalement j'ai toutes les informations ici, là on va pas le creuser plus que ça, mais ici typiquement je devrais avoir les informations, et comme on le voit, on a les classes, le call instance void de classe list pour créer le constructeur. Donc voilà, c'est pas anodin, clairement le C# qui a été régénéré à partir de l'IL. Donc normalement on est bien sur ça, vigilance, mais je trouve ça sympa quand c'est à utiliser avec parcimonie dans des chemins qui ne sont pas critiques. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois à soutenir mon travail en lâchant ton pouce bleu pour liker la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne parce qu'un abonnement aide ma chaîne à être mieux connue, et bien sûr les notifications sont à ton entière discrétion, tu restes libre ou non de les activer. Et donc d'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.